Macron et la diplomatie française avaient les mauvaises cartes en main. Pourquoi ? Parce que l'objet des tensions entre Russes et Ukrainiens en février 2022, pour les comprendre, il faut revenir dans le passé, et notamment à ce qu'on a appelé le mémorandum de Budapest de 1994, qui est essentiel à comprendre pour analyser la situation. Bien évidemment qu'il y a une question de gains territoriaux à travers cette guerre-là, mais il y a des questions sur les questions énergétiques, de ressources énergétiques, et ça, c'est des éléments qui n'ont pas du tout été analysés par les Français comme constitutifs d'un contentieux fort entre la Russie et l'Ukraine. Les Russes, on peut considérer, Emmanuel Macron, ils l'ont considéré pas forcément très sérieusement. D'ailleurs, il y a un verbe qui a été autant utilisé par les Russes que par les Ukrainiens au fur et à mesure des jours, c'est le verbe macroner, c'est-à-dire parler pour ne rien dire, ou en tout cas parler pour pas avoir forcément beaucoup d'effets, beaucoup de résultats. Derrière les discours officiels, quels sont donc les ressorts secrets et les buts inavoués du conflit russo-ukrainien ? Nous en parlons aujourd'hui avec Marc, qui nous dévoile la partie immergée de l'iceberg. Salut Marc. Bonjour. Il y a quelque chose dont tu parles très bien au début de ton livre, c'est une forme de sidération qui a saisi les dirigeants européens au moment où Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine fin février. C'est comme si les dirigeants européens, jusqu'au bout, n'avaient pas cru que Vladimir Poutine était capable d'envahir l'Ukraine. Oui, il faut se remettre dans le contexte du mois de février. Effectivement, la plupart des diplomates européens, des dirigeants européens, ne pensait pas que Vladimir Poutine irait jusqu'à cette extrémité-là. C'était d'ailleurs l'analyse des services de renseignement français en particulier. En réalité, pourquoi ils y croient pas ? Parce qu'en fait, ils pensent, et si je résume la situation à la situation française, ils pensent uniquement à la question du Donbass sur le conflit ukrainien à l'époque. D'ailleurs, Emmanuel Macron essaye de faire évoluer la position de Volodymyr Zelensky sur le dossier du Donbass, on en parlera peut-être après, et il n'imagine pas que Vladimir Poutine pourrait déclarer une guerre totale, en tout cas sur l'ensemble du territoire ukrainien. On l'a vu, ce qui a créé cet effet de surprise, c'est quand même l'attaque sur notamment Kiev, l'attaque par la Biélorussie également, ça aussi c'était une surprise. Pour, encore une fois, les dirigeants européens. Alors, on sait bien que le renseignement américain avait largement provoqué des fuites dans la presse mondiale sur une attaque imminente. Mais du côté des dirigeants européens, ils ne pensaient pas que ça serait une attaque aussi importante. En fait, moi, ce que j'explique dans le livre, là, c'est que les buts de guerre de Poutine sont en fait multiples, ne peuvent pas se réduire à la question du Donbass, et ne peuvent pas se réduire à une question uniquement territoriale, comme si on était encore dans une guerre impérialiste du 19e siècle, en fait. Bien évidemment qu'il y a une question de gains territoriaux à travers cette guerre-là, mais il y a des questions que j'aborde, et donc que j'aborde dans le livre, sur les questions énergétiques, de ressources énergétiques, et également des questions de liens de dépendance que Vladimir Poutine veut continuer à avoir vis-à-vis de l'Ukraine. Macron et la diplomatie française avaient les mauvaises cartes en main. Pourquoi ? Parce que l'objet des tensions entre Russes et Ukrainiens, notamment en 2022 et notamment en février 2022, pour les comprendre, il faut revenir dans le passé, et notamment à ce qu'on a appelé le mémorandum de Budapest de 1994, finalement peu rappelé en France, chez les commentateurs, mais qui est essentiel à comprendre pour analyser la situation. Je le fais très rapidement. Le mémorandum de Budapest en 1994, c'était la décision prise par les Ukrainiens de renvoyer 1900 ogives nucléaires qui étaient présents sur le territoire ukrainien, qui étaient hérités de l'Union soviétique, de les renvoyer à Moscou. Les Russes étaient les seuls à disposer des codes d'utilisation de ces armes, mais à l'époque, suite à la chute de l'Union soviétique en 1991, il y avait un vrai problème de préserver ces armes sur le territoire ukrainien. À l'époque, les Ukrainiens, quand ils décident, après négociation bien sûr, de renvoyer ces armes à Moscou, dans les accords les mémorandums de Budapest, le mémorandum de Budapest, il est inscrit l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et les parties signataires sont les grandes puissances nucléaires mondiales. La Russie, bien évidemment, la Grande-Bretagne, les États-Unis
et la Chine également, qui viendra par la suite, ainsi que la France. Et toutes ces grandes puissances nucléaires mondiales, en réalité, se félicitent à l'époque en fait, d'un processus de lutte contre la prolifération nucléaire, parce que c'est la première fois, d'une certaine manière, qu'un État souverain décide d'abandonner des armes nucléaires sur son territoire pour les ramener sur, on va dire, sur le sol russe. Cet élément-là est essentiel à comprendre sur ce qui s'est passé par la suite, parce qu'en fait, dès 2014, avec l'annexion de la Crimée et le Donbass et la crise au Donbass, en fait, chacune des parties, russes comme ukrainiens, ont considéré que les mémorandums de Budapest étaient plus vraiment actifs. C'est-à-dire, Poutine avait bafoué d'une certaine manière en envahissant et en annexant la Crimée l'intégrité territoriale de l'Ukraine déjà à l'époque. Et d'ailleurs, il disait à l'époque le gouvernement ukrainien n'est pas légitime et donc en gros, j'ai signé ça avec un autre gouvernement. Donc je sais même pas ce que c'est. Il a fait des déclarations dans ce sens-là. Je sais même pas ce que c'est le mémorandum de Budapest. Et à l'inverse, les Ukrainiens, petit à petit, ils ont, en fait, développé des regrets, voire un ressentiment, parce qu'ils se sont aperçus que, alors qu'ils avaient abandonné leurs armes nucléaires, les engagements qui étaient malheureusement pour eux non obligatoires, les engagements des grandes puissances nucléaires comme des autres grands pays qui avaient signé le mémorandum de Budapest, n'étaient pas obligatoires. Et donc en 2014, les États-Unis d'ailleurs ne sont pas intervenus, ni même l'Europe, pour protéger l'intégrité territoriale ukrainienne. Ça, c'est important à avoir ce retour historique-là, parce que de 2014 à 2022, et c'est ce que j'expose dans le livre, en fait, le dossier a énormément évolué, notamment du côté ukrainien, qui, sur la question du nucléaire, ont voulu de plus en plus s'autonomiser des Russes, et notamment sur le nucléaire civil. Ça éclaire beaucoup de choses, ça éclaire pourquoi, dès le début de la guerre, les forces russes prennent possession de Tchernobyl et prennent possession de la grande centrale du Sud, qui est en fait au sud de Zaporijjia. Et là aussi, ça fait partie des buts de guerre de Poutine, de prendre le contrôle de ces centrales. Et notamment la centrale qui est toujours en fonction, la plus grande d'Europe, celle de Zaporijjia. Il y a 6 réacteurs. Toujours en fonctionnement en partie, et ça c'était des éléments extrêmement cruciaux dans la logique à l'époque de Poutine en février 2022, et c'est des choses qui n'ont pas du tout été analysées par la diplomatie française, ni vraisemblablement par le renseignement français, alors qu'on est puissance nucléaire, donc on est censé avoir des informations sur la situation du nucléaire civil en l'occurrence en Ukraine. Il y a des sociétés françaises qui ont essayé encore ces dernières années de prendre pied sur le marché du nucléaire en Ukraine. Et ça, c'est des éléments qui n'ont pas du tout été analysés par les Français comme constitutifs d'un contentieux fort entre la Russie et l'Ukraine.